Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant et novateur qui relève d'une belle performance de la production, du négoce, enfin de la filière. Donc ce sont ces fameux accords de durabilité qui ont été signés avec le soutien pour les vins bio labellisés IGP Pays d'Oc. Alors, comme c'est un sujet en effet assez complexe, c'est Florence Barthès, donc vous êtes la directrice du syndicat des vins de Pays d'Oc et d'Interroc, excusez-moi, et vous allez nous donner un petit peu le cadre général, quoi. Ces accords de durabilité, qu'est-ce que c'est que ce mot De quoi parle-t-on? Quels produits? Comment ça s'est mis en place? Et puis ensuite, en effet, tout au long de la table ronde, on va petit à petit aborder le contexte, pourquoi on en est venu là, et rentrer un peu dans le détail concrètement, cette mécanique de ces accords, comment ça se passe, et quelle est l'étape suivante à faire. À vous la parole, Florence. Bonjour, bonjour à tous. Donc, alors c'est moi qui commence dans le cadre d'Interroc, et Fabien aurait pu commencer avant moi, puisque nous devons les accords de durabilité au départ à un engagement de COP de France auprès de la Commission européenne. Mais tu en parleras peut-être. Oui. Là, c'est vraiment une introduction. Voilà. Pour ensuite. Donc, en fait, le cadre final des accords de durabilité est descendu sur l'interprofession Interroc pour deux catégories de ces productions. Donc, la production bio et la production HVE. Voilà, donc c'est l'autorisation que nous avons eue de la part de la Commission européenne est liée à la durabilité de nos productions. Donc, je le rappelle, Pays d'Oc est le premier label bio français, puisque nous sommes dans un grand bassin viticole qui a la chance de faire du bio, et l'Occitanie aussi dans son ensemble est la première région bio en production d'Europe. Voilà. Donc, d'un côté, nous avions les bio, donc on va parler des bio aujourd'hui, et de l'autre, HVE. Donc là, est-ce qu'on parle de toute la production bio des Pays d'Oc? De quel cépage vous avez fait des choix? Alors, effectivement, on a donné, évidemment, il a fallu argumenter nos chiffres de production au niveau de la Commission européenne, et la Commission européenne a choisi donc 2 cépages par couleur. Sur les 5 millions d'hectolitres que Pays d'Oc dans son ensemble met en marché, les 6 cépages que je vais vous donner représentent 3 millions, à peu près 3,5 millions d'hectolitres. Donc la Commission européenne a jugé que donc à partir de ces 6 cépages, 2 en blanc, 2 en rouge et 2 en rosé, on avait une belle lisibilité de l'offre proposée pour pouvoir discuter de ces accords de durabilité. Donc en rouge, nous avons eu, que ce soit pour les bio ou les HVE, Cabernet Sauvignon et Merlot. En blanc, nous avons eu Chardonnay et Sauvignon. Et en rosé, nous avons eu Grenache et Cinsault. Voilà, ces 6 cépages pèsent suffisamment pour être significatifs. Et en fait, dans le cadre de ces accords de durabilité, on a eu quelques spécificités nouvelles qui ont quand même un peu surpris les élus. C'est que pour que la discussion s'ouvre au niveau des accords, la Commission nous avait demandé à ce qu'il n'y ait que des techniciens directement liés. Donc, je ne dis pas que les élus ne le sont pas, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais disons qu'ils souhaitaient n'avoir que des témoignages directs de terrain sur la discussion de la Commission, pour ne pas qu'il y ait, au travers des élus, dans leurs fonctions, bien sûr, et puis au sein même du conseil d'administration de l'interprofession, une quelconque influence ou position dominante, par exemple, qui aurait pu fausser un peu le débat. Donc c'est des commissions qui ont été mises en place. Voilà. Alors ce sont des commissions qui ont été mises en place. Donc on a proposé à nos fédérations donc, de métiers qui composent l'interprofession, c'est-à-dire les vignerons indépendants, les caves coopératives et les maisons de négoce, de nommer des représentants qui soient très représentatifs, bien évidemment, de chacune des commissions, donc en vin biologique et en HVE. Et ce qui nous a aussi été expressément demandé,
c'est que pour partir des coûts de production, si jamais, par exemple, nous avons un contrôle de la part de la Commission, il faut que l'intégralité des points qui ont été discutés et sur lesquels nous nous sommes appuyés pour ouvrir le débat sur les commissions, on puisse, au niveau d'Interroc, les prouver. Puisque l'article 210 bis du règlement communautaire nous autorise en quelque sorte à pouvoir évoquer un prix, ce qui jusqu'à aujourd'hui est strictement interdit en France, puisqu'on ne peut pas parler de prix ouvertement sous le risque d'être accusé de fermer le marché. Ouais. Donc en fait, il faut que tout ce que l'on a mis dans l'accord de durabilité, on puisse être irréprochable et le prouver. Donc on s'est appuyé sur les relevés comptables des analyses de Serre France. Alors ça, je le précise, c'est vrai que toutes les régions n'ont pas la chance que nous avons d'avoir un organisme, par exemple, comme Serre France, qui, à l'échelle du bassin, est tout à fait représentatif. C'est-à-dire qu'on a plus de 800 comptes sur Serre France, sur lesquels on accède aux comptabilités, qui nous ont permis de partir sur des critères vraiment fondés et établis. On ne pouvait pas partir comme ça en disant entre professionnels, on va donner un prix de coût de production. C'est ça, on n'est pas du tout sur une estimation au doigt mouillé ou un ressenti en fonction de X ou Y. C'est des chiffres comptables. Tout à fait, établis. Et qui ont été donc établis à la fois pour les vins biologiques et à la fois pour les vins HVE. Voilà. Donc, ce qui a permis, en effet, et ça, vous insistez, vous avez raison d'insister sur le fait que ce sont des prix d'orientation, des prix indicatifs. Donc, qu'est-ce qui a été obtenu à l'issue de ces commissions? Ces accords, ils sont ressortis avec quoi? Avec des prix? Alors après, on va en parler là, on va juste dire ce qui va se passer et après, on va rentrer dans le détail. Disons que sur le cadre interprofessionnel, qui est le mien aujourd'hui, il y a eu donc des débats. On va dire que l'interprofession a servi de chambre d'enregistrement de ces débats qui ont vraiment été établis entre professionnels qui m'entourent là et qui étaient présents pour certains sur les commissions. Mais effectivement, au niveau interprofessionnel, le prix d'orientation n'est pas du tout un prix obligatoire. Ça, c'est interdit, par contre. En revanche, il y a eu des approches et des discussions entre les professionnels qui ont été différentes selon qu'on soit sur la commission biologique ou sur la commission HVE dans l'établissement de ce prix d'orientation et dans, on va dire, la perspective qui a été donnée sur ces premiers accords de durabilité. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, bon, peut-être tu le diras, Fabien, excuse-moi, que l'accord de durabilité, nous l'avons eu parce qu'il était lié... quand même à notre situation de crise. Oui, voilà. C'est très bien. Et qu'en fait, c'est un accord au niveau d'Interroc qui est établi dans les accords d'Interroc pour 2 ans, c'est-à-dire 2025 et 2026. C'est excellent. Merci, Florence, pour cette transition. Parce qu'en effet, on va essayer de se pencher sur qu'est-ce qui a conduit. Bon, on a quelques idées, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Quelle est la situation actuelle et qui fait qu'en effet... il y a une impasse ou pas, mais en tout cas, il faut faire quelque chose. Et Fabien Castelbout, donc vous êtes le président des vignerons coopérateurs d'Occitanie. Et c'est vrai que la coopération a été vraiment moteur pour que ces accords se fassent. Expliquez-nous un petit peu pourquoi il y avait urgence et que c'était pas quelle était la situation de la coopération en l'occurrence, mais malheureusement aussi des vignerons indépendants, certains en tout cas. C'est assez général en fait. D'où c'est venu tout ça? Donc, au niveau de la fédération des coopératives, on travaille là-dessus depuis longtemps pour aiguiller nos adhérents, les coopératives, sur les réalités de marché, les coûts de production, et pour donner une information qui permet d'être armé face aux acheteurs pour négocier, discuter, et que chacun ne soit pas isolé et connaisse bien les paramètres de négociation. Donc, tout cela, ça a démarré en fait durant les manifestations de 2024 où on a beaucoup parlé de prix plancher à ce moment-là et on a vite identifié que le prix plancher, il y avait certaines difficultés, que le prix plancher devienne le prix plafond, pour le résumer simplement. Et donc comme on a un réseau au niveau national puis européen, on a pu déceler dans des nouveaux textes européens le fait de pouvoir discuter de prix
déroger au droit de la concurrence, parce que c'est ça la vraie nouveauté. On était au niveau européen sur un dogme de la concurrence à tout prix. Et donc, à force de signaler les difficultés, on a pu faire bouger, avoir de nouveaux textes qui permettaient de déroger au droit de la concurrence. Parce que, et je le dirai après aussi, mais c'est l'impact qu'a ces prix bas sur la société en général. Et donc, on a réussi à faire bouger ça. Un texte, on s'est appuyé dessus. Il a fallu travailler. Donc, c'est quelque chose qu'on faisait, travailler avec Serre France pour établir des coûts de production et les montrer régulièrement à nos adhérents. Et donc, on a repris ce travail, mais avec l'idée de le passer à une échelle autre et de le passer à l'échelle interprofessionnelle pour lui donner plus de poids. Donc, tout ça partait aussi du constat qu'on a, en gros, sur la récolte 2023, 78% des exploitations qui sont déficitaires et 74% en 2024. Si on rajoute, et ça c'est Serre France qui le dit, 24 000 € de main-d'œuvre salariale, parce que parfois dans les comptabilités, on n'a pas ça. Donc si on rajoute un salaire, en gros, on voit qu'on est une grosse partie de la profession à être non rentable. Et ça, on revient sur des niveaux qu'on avait connus en 2005 et 2006, au moment de aussi la dernière grosse campagne crise et campagne d'arrachage. Donc là, on a les warnings qui s'allument, et donc il faut bouger. Et donc, une des parties, c'est ça, ces accords de durabilité, donc qui vont concerner la filière vitie, mais la filière coopérative, c'est 70% des volumes, et c'est 15 500 adhérents sur l'Occitanie. Donc c'est quand même quelque chose qui pèse, avec 180 COP. Et pour dire, parce que le prix, on parle de prix, c'est très abstrait comme ça, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des emplois directs, il y a des emplois indirects, et il y a des emplois induits. Parce que les emplois indirects, la consommation de tout ce monde, en fait. Et d'après les analyses qu'on fait, on a vu qu'il y a chaque 1000 hectos de produits dans la filière coopérative viticole, c'est 2 emplois. Et donc, c'est ça qu'on essaye de sauver à travers ces accords de durabilité. Oui, voilà, donc en fixant ce coût de revient d'une manière objective, et c'est vrai que, parce que la situation, là, je me tourne vers Patrick Guiraud, on en avait pu échanger sur... Il y a un constat là, depuis quelques années, mais une dégradation des prix qui est continue. Et ce coût de revient, ce prix se rapproche terriblement de ce coût de revient, passe parfois même en dessous. Donc c'est ça l'urgence, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette dégradation des prix, comment ça s'est passé ? Vous m'avez dit en 3 récoltes, le prix moyen bio rouge, on est passé de 180 € à 120 €, si je ne me trompe pas. Oui, c'est de ces ordres-là. Voilà, de cet ordre-là. Comment expliquez-nous un petit peu cette situation. Il faut aussi recentrer le débat, puisque d'abord, nous on tient à remercier la coopération et l'interprofession d'avoir mis en place... Vous représentez les vignerons indépendants, et vous avez été quelques années président de Sudvin Bio, très longtemps. Oui, président de la commission. C'est-à-dire que la problématique de la bio, c'est quelque chose qui est historique. La bio, c'est quand même d'abord une éthique, une façon de produire, une façon de répondre à une demande du consommateur, qui est dans l'évolution du temps aujourd'hui. Et ça s'est développé depuis une quarantaine d'années. Donc moi, je suis en bio à peu près depuis 30 ans. On a connu des évolutions du marché. Et ces évolutions du marché ont toujours été liées à un coût de revient et à un développement. La bio, c'est quand même beaucoup plus, au niveau du coût, c'est beaucoup plus élevé que le conventionnel, puisqu'on a des produits qu'on ne peut pas utiliser, qui est dans l'air du temps, avec l'environnement, le respect de la nature, la sécurité alimentaire. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a apporté. Et jusqu'à 2022, comme je vous disais, le marché de la bio était un marché qui se portait relativement bien, même très très bien, puisqu'à un moment donné, on avait fait une prospective sur les 25 prochaines années, et on s'était rendu compte que si on n'avait pas une augmentation de la production bio, on allait se retrouver à être marginalisé. Donc on a mis en place le CAB, qui a aidé à mettre en place des conversions vers l'agriculture biologique. Aidé avec un partenariat avec les négociants, qui se sont engagés à payer une valorisation pour pouvoir permettre cette transition. La coopération en a profité abondamment, puisqu'on a eu de grosses conversions. Comme vous évoquiez tout à l'heure, l'évolution de la bio, ça a été une grosse partie de la coopération qui s'est convertie en bio, ce qui a fait que le marché est devenu plus important. On a augmenté quasiment multiplié par 7. Voilà, moi j'avais noté, on est passé de 4 000 à 30 000 hectares. Même plus, là, le dernier chiffre, c'est 50 000, je crois.
Alors, le président de Sudvin Bio, Les derniers chiffres sur la région Occitanie, c'est 49 000 hectares certifiés bio donc et 6 000 en conversion. très loin de... Voilà, donc cette évolution, il fallait l'absorber. Effectivement, la bio, c'est quand même un respect de l'environnement. On n'est pas dans un système de surproduction, on est un système de qualité, de sécurité alimentaire. Et effectivement, le volume qui est arrivé en place a déstabilisé le marché. On s'y attendait un petit peu, mais À une telle ampleur? l'avantage que l'on a en bio, c'est qu'on peut continuer à être en bio, et si on a trop de production, le vendre sur le marché conventionnel, sans dévaloriser le prix du bio. Et ce que je vous disais, c'est vrai qu'en 2022, c'est-à-dire il y a juste 3 ans en arrière, le prix de la bio était rémunérateur, c'était le bon prix. Et aujourd'hui, quand on a mis en place ces accords de durabilité, on est retombé sur ces prix de 2022. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'en 2022, la filière était équilibrée, ça marchait, il se développait, et c'était la durabilité. Parce que dans la durabilité, ce qui est intéressant, c'est l'avenir. Ça veut dire qu'on peut espérer avoir des coopératives en place, des caves particulières, des vignerons qui s'installent, parce qu'ils ont une rentabilité. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Après, l'accord de durabilité, nous, Sudvin Bio, mais Julien en parlera, ça fait une dizaine d'années qu'on avait mis en place des réunions économiques. On s'était fait un petit peu tirer par les douanes, par les fraudes, un petit peu tirer les cheveux parce qu'on était limite. Grâce à cet accord, on a pu mettre en place ce qu'on ne pouvait jamais mettre en place. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Il faut le souligner. C'est vraiment une réussite que vous avez fait. C'est quelque chose qui va normalement doit nous permettre de nous sortir de cette crise-là. L'accord de durabilité, c'est un outil. Aujourd'hui, on parlait de la comptabilité. Il faut savoir qu'on a une des problématiques en viticulture, c'est que 50% de la production est tout forfait et pas au réel. Donc, c'est-à-dire que les comptabilités sont plus ou moins bien suivies. Donc, on a besoin, pour rassurer les gens, de leur donner un coup de revient et de leur montrer qu'aujourd'hui, le prix, il est là. Et si ça se passe mal chez eux et qu'ils sont en difficulté, pourquoi ils sont en difficulté? Parce que le prix de revient qu'on a défini avec l'accord de durabilité, ils sont en dessous. Donc, c'est là où la problématique, ce n'est pas leur faute à eux, c'est qu'à un moment donné, il faut vendre plus cher parce que c'est la problématique. Et on peut se concentrer aussi, c'est qu'au niveau mondial, la consommation, elle ne va pas augmenter. On est tous conscients qu'elle va se stabiliser, mais elle ne progressera plus. Donc, il faut qu'on parte vers un schéma qui est totalement différent du schéma habituel du conventionnel, de dire on produit plus et on vend moins cher, mais on s'en sort quand même. Là, produire plus, ça veut dire que si tous les gens se mettent à produire plus, il faut qu'il y en ait la moitié qui s'en aille. Parce que comme le marché ne sera pas exponentiel, ça veut dire que si votre voisin produit 2 fois plus, vous, il faut que vous partiez. Donc, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, aujourd'hui, c'est de produire moins, mieux et plus cher. Et le consommateur, nous, à Sudvin Bio, pendant des années, on a fait des sondages auprès du consommateur. Le consommateur est prêt à payer un peu plus cher. Voilà. Ça, c'est des faux débats. Des fois, on nous dit... voilà. Et il faut savoir également que le marché, il progresse à peu près de 1 ou 1,5% par an sur la bio. C'est des parts de marché qui sont prises au conventionnel, ce n'est pas la consommation. Mais il ne va pas progresser de 5%. Donc, qu'on vende cher ou pas cher, on ne va pas doubler les ventes. Oui, donc le problème se situe vraiment sur... il faut que tout le monde puisse vivre de son activité. Ce coût de revient, grâce à ces accords, donc, est dessiné. Et il faut que les prix de vente, maintenant, soient plus ajustés. Ce qui nous permet peut-être d'aller maintenant sur l'accord en lui-même avec vous. Frédéric Sacomand, vous êtes le directeur de la vignoble d'Héraclès. Et on va essayer de comprendre un peu là concrètement. C'est vrai que vous me disiez, voilà, maintenant, avec ces chiffres, en effet, tirés du CER, on va comparer ce qui est comparable. Les chiffres ne mentent pas, normalement. Et là, si on doit décortiquer, vous avez participé aux commissions qui ont mis en place ces accords de durabilité. Quand on décortique un petit peu, donc de quoi parle-t-on? Ce coût de revient, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il est calculé? J'ai compris qu'il y avait aussi une différence de rendement, parce qu'entre un vigneron indépendant et une cave coopérative, parfois les rendements sont différents, mais aussi parce qu'il n'y a pas le même travail dans le vignoble. La zone de production, plutôt. Oui, hein. Oui. Et donc allez-y, dites-nous un petit peu votre... Alors, effectivement, j'ai participé à la commission bio en tant que représentant de la coopération agricole gardoise.
Alors effectivement, on s'est arc-bouté sur un sujet, Florence l'a dit, c'est d'être sur des chiffres non réfutables, puisque on dit a priori, etc., c'est une chose, mais les chiffres du CER sur 800 exploitations agricoles, je crois de mémoire, les coûts de transformation donc, du raisin en vin, donc les coûts de vinification, c'est sur 150 CAFCOP que suit la Fédé. Donc voilà, ça c'était des chiffres. Alors il y a toujours une moyenne, donc qui dit moyenne dit écart type, et effectivement certains se trouvaient sous-représentés ou surreprésentés par rapport à un tarif ou une valeur de charge. Mais globalement, on a tenu à avancer, je dirais, et d'enclencher les jalons comme ça, de manière à ce qu'à la fin, on arrive sur un prix d'équilibre qui était non contestable, parce que toutes les étapes intermédiaires étaient non contestées. Oui, en tenant compte, de l'emplacement où est le vignoble, voilà. Ça varie. La seule variable d'ajustement, effectivement, c'était cette notion de rendement hectare, puisque quand on a une charge hectare divisée par un nombre d'hectos, évidemment qu'on est parti sur des modèles un peu différents, bio, dans le sens où on est parti de modèles à 45 hecto-hectares, ce qui arrive malheureusement dans certaines régions d'Occitanie, et sur des modèles qui montaient jusqu'à 70 ou 75 hecto-hectares, ce qui arrive aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles étaient les discussions, de quoi, comment ça s'est... Je n'ai pas le droit. Quelques coulisses. Non, déjà, bon, ça a été dit, mais il faut le redire. C'est quand même on est rentré quand même à trois parties dans la pièce, sous l'égide de Pays Doc, et c'est vrai qu'au départ, la discussion, bon, on se connaissait tous, mais je veux dire, ceci étant, c'était pas gagné, quoi. Et je pense qu'un des vrais premiers succès, c'est d'abord, on a pu se parler, bon, bien sûr, se parler sainement ou sereinement, mais à la fin, quand même, on est sorti avec un accord. On aurait pu aussi tout simplement sortir sans accord, on aurait pu ne pas s'entendre. Et ça, je pense qu'il faut le noter, parce que franchement, c'était pas gagné d'avance, hein. Il y avait de quoi discuter avec beaucoup de gens. Et après, voilà, une fois qu'on a eu ces accords, charge à nous derrière de revenir vers la partie du négoce et de vérifier avec nos acheteurs comment on peut tendre rapidement ou pas vers ces prix objectifs. Parce que tout à l'heure, on a dit, ce n'est pas des prix planchers, ce n'est pas des prix obligatoires. Simplement, c'est un éclairage pour nous tous, producteurs comme acheteurs, je pense, sur ce que sont les prix de, on va dire, minimum à tenir pour la durabilité de la filière et des vignerons. Et derrière, je dirais, en toute conscience, cette fois-ci, savoir pourquoi, quand on n'arrive pas à tendre vers ces prix, quelqu'un souffre dans la filière. Et malheureusement, dans la filière, celui qui souffre directement, principalement, c'est le vigneron, parce que celui qui rogne un peu sur ses marges, et donc tout à l'heure, on parlait de salaire du vigneron, c'est tout simplement, voilà, c'est lui qui commence à... Alors, on a déjà fait le travail au niveau des coopératives, que je connais bien, sur des charges et sur une diminution des charges de transformation. Parce qu'on a quand même aussi, on a tous fait notre introspective en se disant, OK, peut-être qu'on perd un peu d'argent, entre guillemets, ou on est un peu, des fois, dans le luxe. Donc voilà, on a aussi su faire notre mea culpa et réfléchir à ça. Mais je dirais, le travail est fait à peu près partout à ce niveau-là. Donc maintenant, on a un coût de production, on a des produits phyto à la vigne qui augmentent malgré tout. On a, nous aussi, des charges d'entreprise, la masse salariale, les produits, l'électricité, dans nos structures de transformation qui montent. Et donc, à la fin, on arrive sur un prix minimum en dessous duquel quelqu'un ne vit pas. Ou ne vit pas bien de son métier. Ou ne peut pas se lancer dans le métier aussi. Est-ce que ces accords, ça va être aussi un outil qui va être pédagogique pour les professionnels, de savoir vers quoi un jeune vigneron, alors je sais qu'il y en a peu d'installations, malheureusement, par rapport à d'autres années, mais ils vont savoir, ils ne vont pas se lancer dans l'inconnu. En tout cas, ça a dû amener un petit peu de culture, je dirais, analytique, comptable, à certains vignerons qui peut-être regardent un peu leur compte en banque en fin de mois, se disent si c'est vert, tout va bien, si c'est rouge, plus rien ne va. Il y a ça aussi, je pense. C'est-à-dire que, je rejoins un peu Patrick, tout à l'heure il parlait de prix minimum et des fois de choses qui se font avec des prix qui ne sont peut-être pas très raisonnables. Ce n'est pas toujours de la faute de l'acheteur qui, lui, je dirais, n'est pas qu'un méchant qui vient nous brader les prix, loin de là. Mais par contre, effectivement, des fois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte tout simplement de leur prix de revient et qui vendent à perte, en fait. Enfin, je veux dire à perte, je ne veux pas dire trop fort s'il y a les fraudes, mais ça revient à ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne se rémunèrent pas dans la profession. Oui. Et ce que vous disiez, M. Guiraud, c'est qu'à partir du moment, si le vigneron accepte, et parfois il n'a pas le choix, mais d'aller en deçà de ce prix, c'est toute la profession, finalement, qui risque d'emporter avec lui. C'est quoi le risque de rester en dessous? Et si un n'a pas d'autre solution de vendre comme ça? On a toujours la solution de son choix. On a toujours le choix. Après, à un moment donné, comme tu évoquais, c'est effectivement cet accord de durabilité, c'est déjà un grand pas, puisqu'on a défini un coût. Après, chacun l'associe avec ses rendements, effectivement, mais ça donne des prix. Donc aujourd'hui, la personne qui va en dessous de ces seuils
il sait qu'il vend à perte et qu'il n'a pas de chance d'être dans la durabilité. Qu'il fasse n'importe quoi, il sait qu'à terme, ça sera un échec pour lui. Le problème, c'est que c'est un échec pour lui, mais ce ne sera pas qu'un échec pour lui. Ça veut dire qu'en faisant cette vente en dessous des seuils de la durabilité, il entraîne tous ses copains qui sont à côté vers le bas. Et ça, c'est dramatique. Et aujourd'hui, il faut que tout le monde soit conscient. Comme il disait, moi je suis totalement d'accord avec lui. L'acte de vente, c'est toujours le producteur qui le décide. On n'est jamais obligé de vendre à un prix. On décide de vendre à ce prix-là. Et si on regarde l'historique, quand les prix montent, c'est souvent les négociants qui les font monter. Et quand les prix baissent, c'est souvent les producteurs qui les font baisser. Voilà. Et ça, il faut que quand même chacun assume sa part de responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut plus dire c'est la faute à personne. Non. Aujourd'hui, chacun a son destin entre ses mains. Et effectivement, si on veut que le prix remonte, cet accord de durabilité permet, on ne va pas le faire d'un coup de doigt, hein, mais aujourd'hui, comme tu dis, on s'est mis autour d'une table, ce n'était pas gagné au départ, mais alors c'était loin d'être gagné, parce qu'il y avait des gens qui mélangeaient un accord de prix, un accord... Non, c'était vraiment un accord de durabilité. Le travail a été très sérieux. On est tombé sur un consensus, parce qu'effectivement, il y a une disparité au niveau des coûts. On est tombé sur un consensus de prix, et qui n'était pas, comme je vous ai évoqué, qui n'était pas complètement farfelu, puisque si on regarde les prix que l'on avait en 2022, c'est exactement ces prix-là. Donc c'est quelque chose de très cohérent. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des producteurs. À eux de faire respecter cet accord de durabilité, de le mettre en place. On a 2 ans pour le faire, de prendre des décisions, de maintenir ces prix. On peut déclasser les produits et les vendre en conventionnel et ne pas dégrader ce marché que le marché de la bio, qui peut donner demain de l'espoir à nos jeunes de s'installer sur ce marché-là. On a eu la chance à un moment donné, quand la bio se portait très bien, d'avoir des jeunes qui s'installaient, et on avait beaucoup de jeunes qui s'installaient en viticulture biologique. Aujourd'hui, leur espoir, il s'aménuise, parce que les gens qui ont fait l'effort de venir en bio, comme la coopération, comme les cas particuliers, et que 5 ans après cet investissement, tout ça, le marché se dégrade, et qu'ils se retrouvent dans la même situation que ceux qui étaient dans le conventionnel, je pense que c'est plus qu'un échec, c'est un double échec. Oui, justement. Après, je vous donnerai la parole, Mme Frelin, pour le négoce, parce que c'était aussi un tour de force et une belle performance d'arriver à voir tous, et le négoce également autour de la table de ces commissions. Fabien Casselbout, bon, même si c'est tôt, parce que les accords sont quand même assez frais, est-ce qu'il y a déjà quelques frémissements? Comment a réagi les acheteurs, les producteurs aussi, quand vous leur avez annoncé ces prix d'orientation? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On a déjà quelques... Alors, pour le bio en particulier, le marché du vrac bio, c'est encore trop peu significatif en termes de volume pour tirer des conclusions, des enseignements. Et donc, ce que je vais vous dire, ça concerne plutôt le HVE, mais je pense qu'on aura les mêmes mécanismes sur le bio. D'abord, il y a eu un point négatif, c'est que dès la conclusion des accords sur des marchés volumiques plutôt orientés pour la GD, on a eu des propositions de prix qui étaient les mêmes que celles de l'année d'avant, pour une grosse partie des volumes, et qui étaient en gros 3 € en dessous du prix d'entrée de tunnel. Donc ça a été un peu une déception, puisque on pensait quand même qu'on pourrait s'installer rapidement dans l'entrée du tunnel, entre guillemets, et de l'entrée du prix de revient, et qu'on ne vende pas à perte. Donc il y a encore une marche à franchir là-dessus. Ce qui est positif, par contre, c'est, ça a été dit, on s'est entendu sur des coûts de production. Et ça, c'était assez nouveau, parce que ça n'avait jamais été fait. Nous, on travaille depuis longtemps sur les coûts de production, et les chiffres étaient souvent remis en question, parce que peut-être on les était mal compris, on les a mal expliqués, peu importe. Aujourd'hui, c'est un pas de plus. Ce qui est positif aussi, c'est qu'on s'accorde sur la mécanique de construction de ce prix. Et donc, moi, quelque chose qui me revient souvent de la part de coopérateurs qui me disent « mais on vend le vin le même prix qu'il y a 20 ans ». Et donc, on ne tient pas compte de l'inflation. Là, aujourd'hui, dans ces accords de durabilité, ils vont tenir compte de l'inflation au fur et à mesure de l'avancement. Donc ça aussi, c'est une chose là, qui ne produit pas d'effet instantanément, mais on a cranté quelque chose. Et autre point, c'est pour le HVE et le bio et les évolutions des cahiers des charges. Nous, ce qu'on demande d'ores et déjà, depuis qu'on a mis en place ces accords de durabilité, c'est que dans l'évolution des cahiers des charges, on puisse prendre en compte les nouvelles mesures qui pourraient être intégrées, et qui est une étude d'impact économique, et que l'on puisse directement les introduire
avant que les vignerons aient la charge effectivement ou en même temps, et qu'au moment où ils vendent leurs produits, soient déjà pris en compte ces nouveaux efforts qui ont été faits. Parce que le problème du HVE et du bio, tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est que les efforts qui ont été faits, ils n'ont pas été payés. Ils ont été faits sur la marge du vigneron. Et donc on peut pas demander, le consommateur ne peut pas demander de faire plus vert aux vignerons et qu'il n'y ait pas le retour financier en face, parce que ça demande beaucoup d'investissement. Et point positif aussi qu'on voit, dernier point, c'est la tranche basse des prix. Alors globalement pour le HVE c'est entre 80 et 85 euros. On voit que cette tranche de prix la plus basse a diminué et monté. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus parlant. Ce qu'on voit sur le Grenache rosé en Pays d'Oc, en HVE depuis 3 campagnes, c'est qu'on voit que 20% est entre 80 et 85 euros, 65% était entre 85 et 90 euros, et 10% entre 90 et 95. Sur cette campagne, nous avons plus que 5% entre 80 et 85 euros, donc 15% qui ont disparu de cette tranche. 75% entre 85 et 90, c'est-à-dire qu'il y a sur les 15% qui ont disparu de la tranche d'en bas, il y en a 10% qui sont venus sur cette tranche du dessus. Et entre 90 euros et 95 euros l'hecto, il y a 15% aujourd'hui, donc 5% qui sont venus sur cette tranche-là. Donc on a vu que mécaniquement, il y a une petite bascule vers le haut. Et même si ce n'est pas satisfaisant, je l'ai dit au début, qu'une majorité des contrats se sont faits à 85 euros, le même prix que l'année dernière, on voit quand même, en analysant un peu plus finement par tranche de prix, qu'il y a un impact mécanique sur l'augmentation du prix moyen, on peut dire. Oui, d'accord. Donc c'est une première étape, peut-être. Il y en appelle d'autres. On verra. Certainement, on ne va pas s'arrêter là. Mais voilà, c'est pour donner factuellement ce qui se passe dans l'analyse des chiffres. D'accord. Florence, oui. Juste en complément de ce que dit Fabienne, c'est qu'il s'en est suivi après les accords de durabilité que notre suivi hebdomadaire, nos mercuriels, ne soit plus communiqué en prix moyen, mais en tranche de prix. Ah oui. Voilà. Pour coller à l'esprit de l'accord de durabilité, parce qu'effectivement, on s'était rendu compte que quand on publie un prix moyen, c'est comme un prix plancher, hein. Le marché a tendance à s'orienter, et surtout nous au niveau des cépages, sur ce prix moyen. D'accord. Or là, on ne fait plus apparaître un prix moyen, on fait apparaître des tranches de prix. Voilà. Ça, c'est pour caler aussi en tant qu'outil dans la même aux accords logique de durabilité. Voilà. Très bien. Voilà, Madame Carole Frelin, donc vous représentez justement la famille du négoce, où c'était cette famille qui a participé aux échanges. Alors peut-être pas vous dans les commissions, mais en tout cas le négoce était représenté. Et c'était ça aussi le pas important. C'était pas qu'une discussion entre producteurs. Voilà, exactement. Que tout. Voilà. Et donc. Peut-être expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que ce sont vous les acheteurs, enfin, c'est le négoce qui est l'interlocuteur suivant, disons, de la production. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez des partenariats? Est-ce qu'en effet, est-ce que certains producteurs parfois m'ont fait part que peut-être qu'il y a pas une prise de conscience parfaite du coup, de ce fameux coût de revient de la vigne? Est-ce que le négoce a pleinement conscience? Est-ce qu'il y a différentes sortes de négoces en fait, qui maîtrisent plus ou moins ces coûts de production? Alors je pense que le négoce en a tout à fait conscience. Après, certains peut-être l'oublient. Mais nous, effectivement, on est un petit peu en bout de ligne là-dessus, et c'est un accord qui est signé et qui est validé, et moi j'en suis ravie. Maintenant, il faut qu'on aille plus loin de cet accord, hein. Il faut qu'on le présente sur la partie achat avec nos clients. Il faut qu'on leur fasse prendre conscience à eux aussi, hein, une fois que nous c'est intégré, parce que au-delà, il faut qu'on puisse l'appliquer. Et ça, c'est important. On a la chance de les voir en direct, de leur présenter. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a été compris. Maintenant, dans les faits, il va falloir que ce soit validé, que ce soit intégré et qu'on puisse l'appliquer réellement. Voilà. Mais pour vous, est-ce que vous avez déjà des partenariats? C'est ça, plutôt de longue date avec vos fournisseurs, enfin, les producteurs qui travaillent auprès de vous?
les partenariats sont établis. C'est vrai que est-ce que ça a été une surprise ces montants Nous, effectivement, on a des partenariats qui sont établis de longue date avec des caves coopératives ou avec des vignerons particuliers. Et non, ça n'a pas été une surprise parce qu'on travaille beaucoup en transparence et de manière très humaine. Et on a toujours échangé sur la partie coût de production, etc., coût de revient. Et donc, quand sont arrivés ces accords de durabilité, on savait. Oui. On avait conscience déjà des différentes fourchettes qui étaient proposées. D'autant que vous avez quelques hectares, vous êtes négociant, donc vous achetez le raisin ou le vin, tout à fait. Mais vous êtes aussi producteur. Oui. Et monsieur Frédéric, c'est ce que vous me disiez, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une nuance à ce niveau-là. Le négoce qui a de la vigne, est-ce qu'il a peut-être plus conscience ou pleinement conscience de ses coûts de revient qu'un négociant qui est plus distant, je ne sais pas. En tout cas, lorsqu'on a présenté des charges à l'hectare, effectivement, les négoces qui ont des vignobles tombent pas des nues, quoi. Ils disent oui, on y est. D'ailleurs, des fois, ils étaient même en train de se regarder en disant finalement, il n'y a peut-être pas assez, mais bon, ils ne sont pas allés réclamer pour autant. Mais je veux dire, voilà, il y avait. C'est ce qui était intéressant, je pense, là-dedans, c'est que tout à l'heure, tu parlais de cranté, c'est que l'avantage, c'est que ces chiffres-là n'étaient pas discutés. Alors, il y a eu des fois des petits débats internes, effectivement, entre des coûts de production, selon. Bon, ouais, il y avait des sujets internes, même entre producteurs, je dirais. Mais globalement, on était à peu près tous d'accord dès le départ là-dessus, ce qui permettait d'avancer. Et parce qu'on était bien sur des prix de revient et des coûts de production. Et là-dessus, j'allais dire, on était. Oui, il n'y a pas de discussion à avoir. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Et donc justement, ça nous permet d'aller vers l'étape suivante finalement, parce qu'il y a donc la production, le négoce et l'interlocuteur d'après, ça va être la distribution. Dans son sens large, on pense à la grande distribution, mais on pense aussi aux distributeurs plus conventionnels. Donc là, pareil, Madame Freulin, peut-être vous pouvez nous dire un peu... cette distribution, vous l'avez un petit peu évoqué, il va falloir discuter avec elle. Est-ce qu'elle en a conscience de ce coût de revient de base qui est, en fait, c'est même pas, ça permet de vivre, de se rembourser de ses frais, mais ça ne permet pas de vivre. On ne parle même pas encore de rentabilité. Il faudrait aller un petit peu au-dessus. Alors, moi, personnellement, par rapport aux clients que j'ai, je suis spécialisée en bio, donc j'ai affaire à des metteurs en marché bio. Ils en ont conscience, ça c'est sûr, mais il y a toujours comme excuse, je vais dire, le client final. L'acceptation du client final sur des prix qui soient un petit peu plus élevés pour pouvoir valoriser le réel travail du producteur. On en a parlé beaucoup en essayant de mettre en évidence les produits pour lesquels ça a pu marcher dans l'alimentaire, où il y a eu beaucoup de communication en disant avec ces produits-là, on rémunère bien le producteur, etc. Et ça fonctionne, effectivement, on est tous d'accord là-dessus. Donc il faut que nous, de la même manière, on arrive à refléter le travail de nos producteurs au travers de nos produits et des prix de nos produits. Alors oui, c'est ce qu'on a discuté. Ça pourrait être quoi? C'est qui le patron pour la filière viticole? Pourquoi pas? C'est un très bel exemple de réussite. Parce que voilà, le consommateur, en fait, il y a un défaut de connaissance. Est-ce qu'il ne réalise pas encore suffisamment du coût que représente une exploitation biologique? Sûrement. Et bien évidemment, je pense que le consommateur connaît le logo AB, ça, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il se rend compte de la différence des coûts de production entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle? Non, je ne pense pas. En tout cas, pas suffisamment pour qu'on puisse valoriser réellement ce surcoût. Oui, donc informer le consommateur, comment on peut faire? On en a un petit peu parlé, Monsieur Franquet, donc vous êtes le président de Sudvin Bio. Bon, comment fait-on pour que le consommateur soit mieux informé? Je pense qu'il lui faut de la transparence. Et en salle, ces accords de durabilité, donc vous l'avez compris, c'est un outil qui est robuste. On ne peut pas le discuter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Et aujourd'hui, ça donne vraiment, en fait, de la transparence. Et on peut aujourd'hui aller voir les distributeurs en leur disant, voilà, ces accords sont là. Aujourd'hui, moi, je trouve que, tels que les accords de durabilité sont faits, mais c'est le cadre légal qui est comme ça, on met les metteurs en marché un petit peu au milieu du gué.
en disant ben voilà, on vous pousse un petit peu, il faut acheter plus cher. Maintenant, à nous de les accompagner auprès des distributeurs à faire de la pédagogie pour que ça soit bien compris. Et le consommateur, on parlait pourquoi des fois il n'est pas prêt à mettre un peu plus cher, c'est parce que s'il n'a pas la garantie que ces quelques centimes reviennent au producteur, il a peur que ça soit perdu dans les marges des différents distributeurs, des différents intermédiaires. Par contre, si on garantit de la transparence et une remontée de cette somme demandée supplémentaire jusqu'au producteur, on le voit avec la marque C'est qui le patron, mais en tout cas, le consommateur est prêt à faire cet effort. Il y a un soutien, une prise de conscience quand même, on le voit avec les manifestations agricoles, où il y a quand même un soutien de la population envers cette profession. Et donc, pour moi, ce qui est important, voilà, c'est qu'on a un outil qui va vraiment permettre de prouver aux consommateurs que ces quelques centimes ils vont bien remonter jusqu'au producteur. Ce qui est important, c'est qu'on a parlé de durabilité, de se payer. C'est un métier où, généralement, les vignerons ne comptent pas trop leurs heures. On parlait de coûts cachés avec la main-d'œuvre familiale, qui est souvent pas pris en compte dans les charges. Et on se trouve aussi à la veille d'un grand renouvellement de génération à la tête des exploitations agricoles. Et on ne peut pas transmettre une exploitation qui n'est pas viable. Aujourd'hui, mettre des jeunes et leur dire tu vas travailler 60 heures par semaine et puis peut-être une fois tous les 5 ans tu pourras te verser un salaire, c'est quelque chose qui n'est pas concevable et on va démotiver toute la population. Donc ça, c'est tous ces facteurs qui sont très importants. Et ces accords, en fait, obligent l'ensemble des maillons de la filière. C'est-à-dire que les producteurs, comme le disait précédemment Frédéric, ont conscience maintenant des coûts de production, doivent prendre conscience de ces prix, que vendre à un prix inférieur au prix d'orientation, c'est courir ou se précipiter vers sa propre perte. Les metteurs en marché de dire, bon ben voilà, les prix, il faut qu'on les remonte, mais attention, ces accords de durabilité sont aussi un outil de stabilité du prix. Et si on veut construire une filière, développer une filière qui soit pérenne, c'est aussi éviter que demain, s'il y a une déconversion massive, que les prix explosent. Parce que si, imaginons, on se retrouve avec un marché hyper tendu, pas de volume à vendre. Si demain on dit au metteur en marché, le cours, il a été multiplié par 3, les producteurs seront ravis, mais ça va être compliqué à commercialiser. Ce qui est important, c'est de se dire, ces prix d'orientation, c'est un outil. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, et ils font beaucoup parler parce que le prix du marché est en dessous. Mais il ne faut pas oublier, comme le disait Patrick tout à l'heure, en 2022, je pense que tout le monde aurait été content, peut-être pas les producteurs, ça aurait été peut-être plus compliqué à faire passer pour les producteurs, mais en tout cas, tout le monde aurait dit ok, on stabilise les prix autour de 180 € par exemple. Et ça, oui, c'est vraiment important, et c'est un travail, comme le disait Patrick, chez Sud-Vin Bio, on l'a mené, mais on n'avait pas de cadre légal pour le faire. Donc là, on a ce cadre légal qui est indiscutable, et quand on discute avec des distributeurs, le fait d'avoir ce cadre légal qui a été ouvert par la coopération agricole facilite grandement les échanges. Oui, voilà, parce qu'en fait, ce prix-là doit éviter de descendre, mais doit aussi éviter une spéculation trop importante. Et ça, c'est vrai que ça peut aussi déstabiliser une filière, d'avoir des prix qui flambent. Là, on sait que le blanc était très recherché. Si on partait dans des prix trop hauts, ce qui s'est parfois passé, hein, mais... C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. La profession, les metteurs en marché, la profession nous a évoqué ce problème-là il y a 5 ou 6 ans en arrière. C'est là où on a créé le CAB. Le CAB, ça a été une démarche volontaire des producteurs de faire venir plus de production au niveau du bio, où on aurait pu se scléroser et dire on continue à spéculer et faire monter les prix. Nous, on a ouvert le marché parce qu'on a dit le bio, c'est pas le but, c'est pas d'être marginaux, c'est de pouvoir apporter le bio à tous les gens qui en ont besoin. Et on a créé le CAB qui a permis d'avoir plus de produits et stabiliser les marchés de ce fait-là. Mais on pensait qu'effectivement, dans cette négociation, les engagements de chacun allaient être respectés. Et après, on a été un peu grugé à la fin, parce que quand on a eu trop de produits, effectivement, ça nous est revenu en boomerang en disant, ben voilà, maintenant, on va rentrer dans un marché spéculatif. Est-ce que vous pensez, si jamais ces accords de durabilité avaient été mis en place il y a quelques années, est-ce que ça aurait pu éviter, dans un sens et dans l'autre, que ça parte en spéculation, ou au contraire, que ça dégringole? Tout à fait. Cet outil-là, c'est un outil fabuleux. Après, il était temps que... Ah oui, il était temps. Mais bon, je ne sais pas comment ils y sont arrivés, parce que c'est quelque chose qui était invraisemblable. Ils l'ont obtenu. Aujourd'hui, il y a quand même aussi un phénomène, c'est que le prix de la consommation d'un vin bio, les bouteilles, le prix n'a pas baissé. On est toujours dans un prix stable. Donc, il n'est pas nécessaire forcément de faire payer plus cher le consommateur. Ce qu'il y a dans l'accord de durabilité, ce qui est important, c'est qu'on puisse équilibrer la répartition des marges.
et que tout le monde accepte de partager la marge. Et là, aujourd'hui, notre gros problème, c'est que le partage de marge n'est plus respecté. Et il y a toujours quelqu'un qui en subit les conséquences. L'accord de durabilité permet de dire, ben voilà, on a figé les marges pour la production, figeons les marges pour la transformation, figeons les marges pour la distribution. Et là, dans un équilibre comme ça, on peut construire. Mais si chaque fois, chacun, en fonction de la production, en fonction de la consommation, de l'économie, on remet tout en cause, ben on redéstabilise les marchés et on déstabilise la production. Et on va se retrouver, parce que, comme disait Julien, moi je dis ça peut être un scénario qui va arriver peut-être plus vite que ce qu'on a prévu, avec les accords d'arrachage qui vont être mis en place, que demain ou après-demain, la bio, on se retrouve dans une situation de pénurie. Et là, on reviendra dans un système de spéculation qui sera dramatique pour les producteurs, pour les metteurs en marché et pour les consommateurs. Oui, parce que concrètement, là, ça va être quoi le danger immédiat si ce prix de revient n'est pas atteint? C'est quoi, les gens vont repartir vers le conventionnel, voire pire, vont arracher Là, je pense qu'ils ne feront pas marche arrière vers le conventionnel, ils vont arracher. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais les gens, ils ne vont pas revenir en arrière. Là, ces dernières années, il y a déjà eu des passages du bio qui a été commercialisé en conventionnel, parce qu'en effet, pour essayer peut-être de... Oui, mais ça, c'est plutôt pour réguler un marché. C'est-à-dire qu'on garde un marché avec une valorisation donnée, en se disant, si le marché redémarre, on pourra continuer à vivre. Le problème, c'est que si on dégrade le marché, une fois qu'on l'aura dégradé, comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça que cet accord de durabilité est mis en place, on mettra 10 ou 15 ans pour le reconstruire. Et 10 ou 15 ans, c'est très très long. Ça veut dire qu'on va perdre énormément de viticulteurs dans le chemin, parce qu'il n'y aura que les résistants et quelques-uns, et tout le monde va en subir les conséquences. Et on va se retrouver dans une situation où il n'y aura plus de viticulteurs. Après, ça sera le schéma qui se passe aujourd'hui dans l'agriculture en général, en disant on ne peut pas produire. Non, ce n'est pas qu'on ne peut pas produire. C'est que nous, on ne sait pas produire à un prix qui ne nous permet pas de vivre. Donc on va le chercher dans d'autres pays, au détriment de la production française. Et on perd cette autonomie. Et le jour où on perdra l'autonomie, là, on l'a déjà d'ailleurs perdu. Si demain, on se trouve dans une situation difficile où il faut alimenter et qu'on doit aller chercher l'alimentation chez nos voisins, là, on prendra la pleine conscience du véritable problème. Parce qu'on ne remettra pas toute l'agriculture en marche d'un coup de doigt. C'est fini. Ça, là, on se retrouvera dans une situation comme avec les masques pour le Covid. Ça sera exactement pareil. Et ça, cette prise de conscience, nous, les viticulteurs, on la crie, les éleveurs la crient, tout le monde la crie. C'est pas qu'on n'est pas compétent. On est une des agricultures les plus performantes. On sait tout faire ici. On sait produire, on sait faire comme il faut. Mais on a des charges qui nous pénalisent. Et ces charges-là, il faut que le consommateur accepte de les payer. C'est le problème de tout le monde. Donc le problème du bio, c'est certes, nous, aujourd'hui, on le montre du doigt et on donne un outil pour le faire. Si tout le monde fait le même outil, on se rendra compte que la réalité, elle est là. Donc le prochain rendez-vous là pour ces accords de durabilité, parce qu'en effet c'est un projet sur le moyen terme, voire le long terme, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, les prix ne vont pas s'aligner. C'est les prochaines négociations, c'est ça? C'est là maintenant la balle va être dans le camp du négoce, je ne sais pas, mais en tout cas ça va être le temps de la discussion avec les distributeurs. Comment ça se passe pour qu'on comprenne bien en effet? Aujourd'hui les accords sont arrivés là un petit peu tard, et beaucoup de partenariats et d'accords, je n'ai pas le terme exact, de contrats avaient été signés. Là, c'est peut-être 2026 qui est vraiment une année complète. Alors, pour élargir un peu avant de répondre à la question, les accords de durabilité, c'est une chose parmi un tout. Comment on est arrivé? C'est parce qu'on a des équipes qui travaillent et on essaye d'avancer sur le pilotage de la filière. Et il y a d'autres choses qu'on n'a pas réussi. Ça, c'est aller au bout. Mais bon, il faut essayer de trouver des solutions parce que la situation est tellement compliquée qu'on a le devoir de trouver des solutions. Donc on continuera à poursuivre la restructuration des coopératives parce que ce n'est pas inéluctable que les coûts continuent à augmenter. On peut travailler aussi sur ça. On peut travailler sur l'organisation aussi commerciale au travers d'organisations de producteurs que l'on porte, nous, au niveau des coopératives, pour pouvoir mutualiser certains créneaux de vente et peut-être aller chercher plus de valeur ajoutée en discutant un peu plus d'égal à égal avec certains acheteurs. Donc il y a une multitude de choses à faire. Piloter l'offre, parce qu'on sait très bien que les récoltes vont diminuer mécaniquement avec le changement climatique et l'évolution de l'âge des vignerons, mais il y aura des à-coups et on sait que dès qu'on fait une récolte un peu plus importante que ce qu'on est capable de vendre, on pèse à la baisse sur les prix. Donc il faut travailler sur ça pour aider à lisser. Et bon, il y a quelques pistes et il faut qu'on continue à avancer là-dessus. Donc tout ça, c'est un tout. Mais pour revenir aux accords de durabilité, les prochaines étapes, c'est évidemment
On l'a vu, le principal écueil, le principal problème, c'est que l'AGD nous a dit que le consommateur voulait des baisses. Voilà, le négociant nous dit l'AGD, on a pas. déjà signé, elle ne veut pas accepter des hausses. Donc on se dit, bon, mais qui dit vrai, qui dit faux, là, il faut y voir plus clair. Donc, et on nous dit, bon, mais c'est trop tard d'en discuter en septembre ou en octobre, tout est signé l'été, donc il faut, en juillet, il faut avoir bouclé tout en juin ou en juillet. Donc juin-juillet, il faut que les choses soient posées. Donc là, c'est quoi, au printemps? Alors là, dès le printemps, on va voir, il y a une échéance, on dit toujours après les gelées, quoi, parce que s'il y a une grosse gelée, bon, les cartes sont rebattues, mais à partir de là, se mettre autour d'une table, donc de là, manière les commissions, interprofessionnelle, peut-être pas directement les commissions, mais l'interprofession, peut-être de discuter avec l'AGD et ses représentants en amont pour dire, voilà, on a fait un premier test, là maintenant, il faut qu'on passe à l'exécution complète de la chose, quoi, parce que, pas pour nous faire plaisir, parce qu'au final, ces paysages, si on pousse jusqu'à l'extrême, on arrive à l'incendie des Corbières. C'est ça. Et c'est ça qu'on veut éviter. Ce que vous expliquez, c'est un enjeu de territoire. C'est un enjeu de territoire, c'est un enjeu économique, c'est un enjeu de... La consommation du vin change aujourd'hui. C'est plus un produit alimentaire, c'est un produit plaisir. Et le consommateur, il a besoin qu'on lui raconte une histoire. Et donc si on lui dit qu'au travers du prix qu'il va payer dans son produit, qu'il achète un vin d'Occitanie, eh bien, il contribue à la préservation de ce paysage, il contribue à la préservation de son pays, et donc il achète un produit qui a du sens. C'est la mécanique de c'est qui le patron, tout ça. Et donc là, nous, une origine, et ce qu'on fait, nous, c'est que là, il y a des initiatives comme ça dans le vin, on le voit passer, quelques initiatives. Là, c'est une initiative qui part sur 3,5 millions d'hectos. On en a fait 36 en France, donc 10% du volume français. Là, on passe à une échelle supérieure. Quand on parle de commerce équitable, quand on parle de développement durable, voilà, c'est peut-être ça en termes aussi de communication qu'il faut arriver à transmettre et à faire savoir, et que la grande distribution aussi joue le jeu, parce que bon, qu'on le veuille ou non, 50% des vins sont vendus en grande distribution encore, même si ça a beaucoup baissé, c'est quand même des circuits prioritaires. Pour le bio, je sais que c'est différent, oui, voilà, parce le bio, que le bio est plus orienté en vente l'instant. directe et à l'export, mais globalement, je pense qu'il y a une marge de croissance dans la peut-être pas des volumes, mais de la valeur à aller chercher au niveau de l'AGD. Donc se mettre autour de la table bien plus tôt, ces prochaines séances, et déjà tirer des constats d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, un peu plus précis sur les effets qu'ont eu ces accords de durabilité. Donc beaucoup de travail, mais voilà, il y a des perspectives et on avance sur tous ces sujets-là. D'accord. D'autant que ces accords de durabilité qui ont fait quelques émules, d'autres régions viticoles qui se penchent sur le sujet, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que quoi, tout le monde est confronté à la même problématique. Alors après, chacun a sa logique au niveau de son bassin viticole. Bon, nous, c'est vrai qu'on a quand même un large choix, nous, puisque on est très grand. Et puis, on a une diversité d'offres qui fait qu'on avait matière à discussion. Je ne dis pas que les autres ne l'ont pas, mais chacun dans son échelle. Et donc, suite à nous, juste après nous, on a Interrhône qui a fait sa demande aussi, avec ses propres spécificités. Je crois savoir qu'il y avait une réflexion dans la Loire. Après, je ne crois pas que Bordeaux soit dans cette réflexion. Ils étaient plus sur une réforme des Galim. Et puis... Il y a un travail aussi sur Egalim. Il y a aussi, alors c'est ça, il y a aussi le travail sur Egalim qui continue, les discussions, même si ça peut-être ça s'appellera pas Egalim ou quoi, qui est de transférer de par la loi, en gros l'obligation d'insérer un coût minimal ou un coût de production qu'il faut dépasser dans les interprofessions. Donc le travail qu'on a fait est déjà en amont de ce qui pourrait être fait au travers d'une future loi Egalim ou autre chose dans la filière viticole. Parce que sur la première mouture, la filière viticole n'avait pas voulu y aller parce que c'était trop national et tout le monde n'avait pas les mêmes intérêts. Notamment, bon, caricaturalement, les champenois ne voulaient pas dévoiler leur coût de production pour pas qu'on voit leur marge, si on doit le dire un peu de façon... Mais là, si on le met à l'échelle des territoires, à l'échelle des interprofessions, dans les bassins, chacun pourra l'organiser de la façon qui lui semble la plus pertinente et de ne pas moyenniser au niveau national où on a difficulté à trouver un accord qui convient à tout le monde. D'accord.
sur le fait que nous sommes sur de la durabilité, c'est-à-dire sur des vins durables, c'est-à-dire sur le maintien d'hommes et de femmes dans des territoires, comme le disait Fabien, avec un rayonnement économique direct et indirect qui est colossal, et qui fait que nous, en particulier sur le Languedoc-Roussillon, mais même après l'Occitanie, enfin la partie Midi-Pyrénées, on a Airbus, il y a des industries. Mais nous, de notre côté ici, à part la vigne et le vin, en force économique, c'est compliqué quand même. L'agriculture est le premier employeur privé dans les territoires ruraux. Donc il faut le préserver. Si on veut préserver de l'emploi dans des territoires ruraux, il y a la fonction publique, souvent c'est l'hôpital qui est le plus gros employeur, ou la fonction publique en général, et derrière, dans le privé, c'est l'agriculture, dans le monde rural. Donc il faut préserver ça. Et la biodiversité qu'on représente, et la qualité de l'environnement, des paysages multiséculaires, quoi. Oui, donc d'où l'importance de le faire savoir, peut-être d'une manière plus clair et encore plus renforcé auprès de ces fameux consommateurs, ce consommateur final, quoi, qui prennent de conscience de l'importance aussi de son geste finalement d'achat. Mais c'est sûr que là, après sur Interroc, il y a un rôle aussi interprofessionnel à ce niveau-là, c'est que rencontrer la distribution et puis proposer aussi à la distribution d'aller jusqu'au consommateur sur une campagne de sensibilisation du consommateur sur la démarche qui est celle de la profession, quoi. Ce qui me fait rebondir, Madame Frelin, on avait un peu échangé aussi sur les profils de distributeurs, parce que finalement, le réseau des cavistes, par exemple, il y a un prescripteur très proche auprès du consommateur, en tout cas du client, que la grande distribution, on est un peu seul dans son rayon, c'est vrai. Donc, Tout à fait, effectivement. Quand on fait de la vente directe auprès du consommateur avec du conseil, comme on peut avoir au restaurant, chez un caviste, etc., on peut donc leur expliquer la valorisation du produit, etc. etc. C'est beaucoup plus simple que quand le produit est posé sur un rayon et que le consommateur fait seul son choix. Et la communication ne se fait pas du tout de la même manière. Donc là, oui, voilà, ça va être une autre paire de manches. Bon, c'est vrai que dans le bio, ça peut être aussi pour accompagner la conclusion de cet échange. Pour l'instant, la grande distribution n'est pas forcément le réseau majoritaire pour l'écoulement et la vente du vin bio, même si ça pourrait être une effectivement, aujourd'hui, c'est à peu près 10% du vin bio qui est vendu en GMS. Par contre, on sait que l'importance de ce marché n'est pas la même pour un vigneron en cave particulière qui a fait de la bouteille ou une cave coopérative. Les caves coopératives sont un peu plus dépendantes de ce marché-là. On sait que ces caves aussi ont des difficultés sur les volumes de vrac bio. Et si on arrive à avoir une action sur la GMS, on peut imaginer débloquer certains volumes. Aujourd'hui, moi, je crois qu'une structure comme Sud Vin Bio se doit d'être facilitateur finalement et pédagogue et d'accompagner les entreprises, les caves coopératives et les metteurs en marché, puisque nous, en fait, concrètement, on n'a rien à vendre. On est là en fait pour aider, pour expliquer, et c'est plus facile d'entreprendre des discussions comme ça avec les distributeurs où on vient juste vendre un concept, expliquer un concept, un cadre en fait de négociation qui peut se dérouler plus tard, et ensuite laisser les entreprises directement négocier avec. Mais voilà, de proposer des outils. C'est ça. L'outil est là, le cadre est là. C'est vrai que ce cadre aujourd'hui s'arrête simplement au metteur en marché. Maintenant, on se doit toutes et tous d'aller jusqu'au distributeur et de lui expliquer. Et une fois que on a posé les jalons d'un cadre qui est clair pour tout le monde. Et qui permet au distributeur aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le distributeur, s'il peut communiquer lui aussi sur une forme, enfin, d'être vertueux, de payer le producteur à sa juste valeur, ils ne vont pas se priver de le faire. Donc, par contre, ils ont besoin juste de ce cadre. Non, mais voilà. Et donc, tout ce travail-là est fait. Et je sais que pour en avoir déjà discuté, ils sont plutôt ouverts sur l'idée. Après, maintenant, sur quoi ça aboutira, voilà, on sait que c'est toujours compliqué les discussions. C'est des gens qui sont plutôt discrets dans la distribution. Donc, nous, on va travailler ardemment sur ce sujet en espérant arriver à des résultats, parce que là aussi, on est un peu, encore une fois, la région est un peu le laboratoire au niveau national. Interroc s'est emparé rapidement en fait de ces accords. Et je pense que si on arrive à des résultats, ça pourra inciter d'autres régions également
à se lancer dans ces accords de durabilité? Oui, tu l'as dit, c'est parce qu'ici, on essaye d'être agile. On travaille en coordination, l'IGPOC, les coopératives, avec les vignerons indépendants. Et la grande distribution aussi attend aussi de nous des choses, parce qu'ils voient bien que le rayon vin diminue, que les sorties sont moins là. Ils envisagent de diminuer les rayons. Et donc ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Il faut qu'on arrive à développer des choses, à leur proposer aussi. Parce que il faut qu'on leur dise les torts qu'ils ont, et puis il faut qu'on reconnaisse les nôtres. On n'a peut-être pas été assez innovant, on n'a pas proposé peut-être assez de nouvelles choses, et il faut maintenant qu'on se remette en question, comme toujours, mais qu'on arrive à leur proposer des choses, et puis voir s'ils peuvent adhérer, si il faut tester de nouvelles choses et essayer de renverser un peu la table et aller contre cette déconsommation, parce que eux aussi nous ont bien fait savoir qu'il y a un challenge sur les nouvelles générations qui consomment moins de vin. Donc on a peut-être nous dans cette région, et notamment au travers de Pays d'Oc, avec des produits de cépage qui sont assez lisibles, simples pour rentrer dans le monde du vin, et puis après peut-être rentrer dans le monde du vin et après consommer des produits plus complexes. Mais on démarre avec pourquoi pas aussi du cocktail, des choses comme ça, et après on s'initie au monde du vin et on rentre. Mais c'est à nous d'innover, de mettre des moyens, de communiquer et de proposer des innovations. D'accord. Bon, avant de clore la table ronde, on peut peut-être se tourner vers le public si certains ont des questions ou des remarques à faire part à... Bonjour, Séverine Favre, journaliste pour Réussir Vigne. Je voulais savoir, vous parlez beaucoup de coûts de production. Est-ce qu'on peut les connaître, ou est-ce que vous êtes comme les champenois et vous ne voulez pas les dire, et sur quoi ils se sont donc basés? Sur la comptabilité de 800 exploitations, si j'ai bien suivi, mais vous pouvez peut-être m'en dire plus. Et après, j'avais une autre question. Si tout le monde conserve ses marges actuelles, donc les distributeurs, les intermédiaires, ça sera quel impact de prix pour les consommateurs? Parce qu'on dit que ça va revenir plus cher pour les consommateurs, mais est-ce que vous avez évalué combien de centimes ça allait représenter finalement? Alors, sur la réponse, sur les charges, non, on n'est pas... C'est pas l'omerta ici. On a communiqué malheureusement de dire en 2019, on avait globalement 4 000 € de charges à l'hectare. Aujourd'hui, c'est 5 000, 5 200 si on compte tout de façon comptable. Et alors ça, je parlais en général. Sur le bio, c'est 7 000. Mais voilà, si on globalise sur le conventionnel aussi, on était à 25% d'augmentation sur les 5 dernières années, globalement. Pour faire, parce qu'après, on ne va pas rentrer dans un détail trop précis. Donc voilà, c'est des charges qui ont explosé. C'est ceux qui nous font... Et encore, dans les analyses qu'on voit, on voit que le poste engrais n'avait pas progressé, alors que le prix des engrais avait explosé suite donc à l'inflation après les événements en Ukraine. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les vignerons mettaient moins d'engrais. Et donc, on pénalise le futur. Et ça, c'est difficile à évaluer dans les charges. Donc, elles sont encore même un peu sous-évaluées, puisque le vigneron se prive d'une partie de ses moyens de production parce qu'il n'a pas les finances pour le faire. Et la deuxième, c'était l'impact sur le produit, sur le prix final. Alors c'est difficile à évaluer parce que si on fait mécaniquement les 3 à 5 € d'augmentation, c'est quelques centimes dans la bouteille au final. Alors après, il faut le passer à la moulinette si chaque fois on met de la marge sur... voilà, il y a tout un calcul un peu plus complexe, mais globalement, c'est au plus quelques dizaines de centimes, 20, 30 centimes que ça peut générer sur le coût d'une bouteille finale. Alors peut-être quelqu'un qui est plus au fait du calcul de coût de production d'une bouteille et jusqu'à la distribution, mais... Nous, c'est ce qu'on avait, juste pour te compléter Fabien, nous c'est ce qu'on avait regardé entre le prix du marché actuellement et les prix d'orientation. Ça vaut entre 20 et 30 centimes supplémentaires par bouteille à l'achat pour le metteur en marché, sachant que l'impact, il n'est que sur l'achat du vin, ça n'impacte rien d'autre dans la chaîne de valeur. Ça ne change pas le prix des bouteilles, ça ne change pas le prix des étiquettes, ça ne change pas le prix des bouchons. Donc en fait, on est à 20 à 30 centimes hors taxe, du coup, supplémentaire par bouteille pour le metteur en marché. Et toute la question aujourd'hui, en fait, c'est que la somme, elle est assez ridicule. Oui. Et c'est de se dire l'enjeu de comment valoriser, permettre au metteur en marché de valoriser ces 20 à 30 centimes supplémentaires par bouteille.
Et c'est bon, il ne faut pas qu'on soit aussi sur un combat d'arrière-garde. On voit très bien que, notamment en GD, les vins à moins de 3 euros, ce sont les produits qui s'effondrent. Et les gammes au-dessus progressent, alors en valeur un peu plus faiblement, mais en volume un peu plus faiblement, mais en valeur, on voit que ça se répartit beaucoup plus. Donc il y a une montée en gamme de la consommation, même en GD. Donc le combat, il est plus sur le prix le plus bas, le prix le plus bas, le prix le plus bas. C'est un produit valorisé, par contre, qu'on market un peu mieux, entre guillemets, avec du sens qu'on y met. Bonjour, puisque les journalistes ont la parole, Philippe Siberski, l'AFP. Je voudrais juste en savoir un petit peu plus sur comment vous comptez sensibiliser le consommateur. Moi qui ne suis pas un consommateur très sensible, je sais au moins que quand j'achète du café, du thé en commerce équitable, il y a des labels. Alors moi je connais Max Havelaar, il y en a d'autres. Est-ce que vous allez aller jusque-là, proposer un label pour que l'acheteur lambda dans son rayon puisse dire tiens, je sais que mon producteur il va être payé de façon équitable? Alors aujourd'hui, c'est une des options qui est sur la table, on en avait parlé. Pourquoi pas, bon, comme on a le système de médailles, on pourrait créer quelque chose qui identifie un produit qui serait payé à sa juste valeur. Donc ça fait partie des différentes options qu'on a sur la table, mais qu'on va discuter là dans les négociations, dans les discussions avec la grande distribution pour voir quel est l'axe de communication qui serait le plus pertinent. Est-ce que c'est de la campagne de publicité? Est-ce que c'est de l'investissement marketing? Je ne sais pas. Il faut qu'on étudie toutes les... on est à la phase là où on va mettre les options aussi sur la table, les chiffrer, voir ce qu'on est en capacité de faire et développer une communication. Mais ça peut passer par de la création d'un label ou de quelque chose comme ça. Aujourd'hui, rien n'est figé, rien n'est arrêté. Un label, ça pourrait être un label de plus aussi, ça peut être ça le risque. À force d'avoir trop de labels, on va être comme les généraux de Corée du Nord. Là, on aura plein de labels dans la veste, là, plein de médailles. Et il faudra des exactement. Non, mais pour rejoindre ce que dit Fabien, bien sûr, c'est il faut rendre au consommateur le pouvoir qu'il a. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'acheter des tomates? Alors, des tomates en ce moment, non. Mais je vais prendre un autre exemple. Des brocolis de France ou des brocolis d'Espagne. Alors, j'ai rien contre les Espagnols. Je sais pas quoi, des pommes de terre de France ou des pommes de terre d'ailleurs. C'est vous, c'est nous les consommateurs, qui à la fin avons le choix. Évidemment, quand je suis chez mon maraîcher et que je vois provenance du légume, je choisis. Aujourd'hui, sur une bouteille de vin, celui qui respecte ou pas le principe de l'accord et quasiment des règles d'équitabilité, je ne le vois pas. Enfin, je ne sais pas le voir. Alors, c'est sûr qu'une bouteille à 2,50 €, je me dis, aïe, 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 il doit y avoir un problème. Mais après, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, montrer aux consommateurs lequel des acteurs du monde du vin joue le jeu ou pas, je pense qu'il faut qu'on se pose concrètement la question parce que c'est un sujet. Après, Carole l'a dit, le pouvoir appartient au consommateur. Si le consommateur, malgré tout, dit « Ah oui, oui, il faut que je fasse... » Vous savez, c'est tous les sujets, on se dit toujours « Oui, il faudrait être plus vertueux, faire mieux, etc. etc. » Puis une fois chez soi, le t-shirt à 5 balles là, qu'on achète chez Zara parce que finalement ça coûte que 5 balles, on y va, quoi. Et finalement on s'explique que le tissu français ça coûte 35 €, il faudrait quand même relancer la filière. On le fait tous, c'est pas la peine de se mentir. Donc voilà, donc maintenant je pense qu'il faut informer le consommateur et le consommateur choisira. Si le consommateur suit, grâce à une information qu'il trouvera sur le conditionnement, sur la bouteille, sur le bib, il y a fort à parier que toute la chaîne de valeur se mettra en musique autour de ça, parce que, j'allais dire, on revient un peu sur l'appât du gain, etc. etc. C'est-à-dire que si là, elle se crée la valeur, là, tout le monde ira. Si maintenant, malgré tout, malheureusement, le consommateur choisit toujours le vin ou le produit qui ne respecte pas ça, ben, on aura beau avoir toutes les vertus, toutes les commissions, tout ce que l'on veut, on n'aura pas réussi. Et en plus, la particularité du vin, c'est qu'on le sait, les gens consomment globalement moins de vin. On n'est pas sur un achat, en fait, c'est pas un produit qui est de première nécessité, on le sait tous. Et donc l'achat est des fois un peu plus réfléchi sur une bouteille de vin que sur un produit du quotidien. Donc effectivement, si on arrive à avoir cette communication, je pense qu'on peut essayer, en fait, si en donnant ce cadre légal, encore une fois, des accords, ça permet aux distributeurs aussi de s'engager dans de la communication, parce qu'eux aussi craignent beaucoup d'être accusés d'entraver la libre concurrence, d'écraser les prix, etc. Donc ça donne des outils en fait à la production, aux metteurs en marché pour discuter avec les distributeurs, mais ça permet également aussi aux distributeurs de pouvoir communiquer sur quelque chose
sans qu'il puisse être critiqué aussi en fait là-dessus et de pas risquer un problème en fait de cartel du vin ou quelque chose comme ça. Voilà. D'ailleurs, est-ce qu'on peut considérer que les chiffres des ventes chez les cavistes qui sont en progression quand même, si je m'abuse, plus 8% en 2024, c'est ça? En fait, l'ensemble des circuits de distribution des vins biologiques sont en progression. Alors, on est toujours sur des chiffres avec du décalage. On est sur 2024. Oui. On aura les chiffres de 2025 à la fin du premier semestre. Pardon. Mais le premier circuit de distribution en valeur, ça reste l'export, avec quasiment 40% du vin bio qui est vendu à l'export, suivi de la vente directe. Donc encore une fois, on voit bien que contact avec le vigneron. Contact avec le vigneron. Donc encore une fois, ça profite quand même aux structures qui font de la bouteille, plus qu'aujourd'hui, parce que l'achat de vin en vrac ou du petit vrac, en tout cas en cave coopérative ou ça a baissé, enfin je veux dire, ça a nettement diminué. C'est pas forcément un marché qui tend à se développer, même il tend plutôt à disparaître qu'à se développer. Donc du coup, après il reste les cavistes, les CHR. Aujourd'hui, il faut imaginer que 92% du vin bio consommé en France se fait sur une consommation à domicile. Donc ça c'est aussi très important. Donc ça veut dire que le caviste reste quelque chose d'important, la vente directe. Et la restauration, par contre, on voit qu'effectivement c'est en progression, mais on a encore certainement de gros progrès à faire. Donc ça c'est important. Et il reste la GMS. Et donc la plupart des Français font leurs courses en GMS. En 2024, ce circuit a baissé de 8%. On sait que les ventes en GMS sont corrélées au nombre de références qu'il y a dans le linéaire. Donc si on déréférence, on tire les volumes vers le bas. C'est ce qui s'est passé en 2022 avec l'inflation. Il y a eu un effet un peu réflexe en disant c'est bio, c'est cher, donc on sort le bio des rayons pour permettre en fait de baisser le prix du caddie de nos clients. Et le bio en a souffert. Maintenant, l'idée c'est de remettre des vins bio dans les rayons. Et ce que je disais hier, c'est si on peut remettre des vins bio qui portent une mention ce vin biologique rémunère à sa juste valeur le producteur. Je reste persuadé que ce message qui est clair, qui est utilisé par C'est qui le patron, il est simple, compréhensible par tous, et il peut faire le déclic au niveau du consommateur pour passer à l'acte d'achat. D'accord, merci. D'autres questions? Ah oui. Et après, il faudra rendre la salle. Vous parlez de faire changer le consommateur. On ne peut pas faire changer les acheteurs quand même? Quels sont les leviers pour les faire changer de comportement? Ou alors c'est impossible? C'est une très bonne question, une très bonne idée, effectivement. Après, il ne faut pas oublier que dans la GMS, il y a beaucoup de vins qui sont faits en marque distributeur. Donc, c'est quand même des acheteurs de vrac eux-mêmes pour pouvoir faire leur MDD. Donc, effectivement, ces prix d'orientation, ils vont en être confrontés directement dans leurs achats à l'avenir pour leur MDD. Donc, je pense que ça les fera changer. Après, de là à appliquer immédiatement ces conseils, ces prix d'orientation, c'est une autre affaire. Mais ils vont y être confrontés très rapidement. Voilà, parce que les gros volumes en GMS, c'est de la MDD. Donc c'est eux qui gèrent. Oui, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont concernés. Ils savent décortiquer un prix de revient sur leurs produits MDD. Ils sont pas bêtes. Donc. Et donc ils vont leur dire nous on vous vend pas en dessous de tel prix. Alors je sais pas s'ils vont dire ça. Par contre, ils vont les orienter. En effet, c'est l'objectif de ces prix d'orientation. Mais ils vont y être confrontés directement par leur MDD. Oui, moi, juste pour recadrer un peu le débat, aujourd'hui on est là pour. C'est pas un problème de valorisation de la bouteille, c'est surtout un problème de la valorisation du vrac. La bouteille aujourd'hui, on est à millésime bio, le prix de la bouteille n'est pas forcément impacté. Aujourd'hui, le consommateur, les études qu'on a fait depuis des années à Sylvain Bio, ont montré que le consommateur est prêt à payer une bouteille de bio aux alentours de 7 €. Donc, on n'a pas ce problème-là, effectivement. Aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est cette dégradation du prix du marché liée au vrac, qui
intrinsèquement, va perturber le prix de la bouteille. Donc aujourd'hui, il est impératif pour nous de restructurer ce prix du vrac avant qu'il vienne détériorer le prix de la bouteille. Voilà. Et ça, cette détérioration, elle est liée à la production, les metteurs à marché et la GMS. C'est une question de clé de répartition des marges. Il ne faut pas après essayer de se masturber l'esprit. Aujourd'hui, c'est une clé de répartition des marges. Si demain, on était transparent, nous, on donne nos marges, les négociants donnent leurs marges, et la GMS donne leurs marges, et on verra qu'on pourrait rééquilibrer très facilement le marché. Bon, on attend les donc, communications de chacun. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, effectivement, on peut se poser plein de questions, mais la réalité, elle est là. La sensibilité du consommateur bio, on l'a. Le consommateur qui achète du bio, il va à Biocoop, il va chez la Touriste, il va chez des magasins spécialisés. Il a un message. Moi, je me rappelle d'un acheteur allemand, il me disait, le vin bio, la différence avec le vin conventionnel, c'est que quand l'acheteur a fini sa bouteille, s'il regarde dans le goulot, au bout, il doit avoir le viticulteur. C'est ça le bio. C'est un concept. Et ça, ces consommateurs-là, ils sont là. La progression de cette consommation, elle n'est pas énorme. Aujourd'hui, avant, on avait la chance d'avoir une consommation à 2 chiffres. Là, ça s'est régulé. On a 1,5, 2%. Effectivement, si on communique plus, on peut avoir l'espoir d'augmenter la consommation des vins bio. C'est ce qu'on avait demandé pendant un moment. Après, on s'était un peu rétracté, parce que comme on n'avait pas assez de produits, c'était compliqué de communiquer sur ça. Aujourd'hui, dans ce cas-là, il faut demander à nous aider à sensibiliser le consommateur à la bio, mais le consommateur sait déjà que le bio a une valeur. Parce que s'il dégrade cette valeur-là, il dégrade l'environnement. Donc ça, c'est connu. Aujourd'hui, ce problème, c'est essentiellement le vrac. Et le vrac, il faut qu'on estompe cette dégradation du vrac, qui est une dégradation spéculative. D'accord. On va prendre une dernière question. Non, c'est bon. Bon, écoutez, est-ce que l'un de vous souhaite ajouter quelque chose ou faire le mot de la fin? Je crois que... Merci beaucoup. Monsieur le Président, est-ce que vous avez... Non, je crois qu'on a quand même bien fait le tour. Je crois que l'idée, la table ronde, c'était encore une fois d'expliquer le mécanisme de ces accords de durabilité. Et maintenant, voilà, en espérant que dans quelques mois ou l'année prochaine, pour un millésime bio 2027, nous aurons l'occasion de témoigner de résultats concrets en fait, de ces accords de durabilité. Donc ça, c'est tout le mal que je peux souhaiter à notre filière. Voilà, et c'est vrai que, encore une fois, un grand merci à la coopération agricole d'avoir permis, d'avoir obtenu au niveau de l'Union européenne ce droit, cet accord de durabilité, ce droit sur le droit de la libre concurrence. C'est très important. Interroc, encore une fois, de s'être emparé du sujet, parce que mais c'est quand même important, et encore une fois, c'est la première Interpro à l'avoir fait, donc ça, c'est très très important. Tout à fait. Oui, j'ai déjà été tenté. Et le dernier en fait, salut encore, c'est aux gens qui ont participé à ce tour de table, en fait, de s'être mis d'accord. Et c'est vrai que des fois, on a des perceptions entre les caves particulières, les caves coopératives et les metteurs au marché qui peuvent être différentes. Mais là, la situation a été suffisamment urgente pour que tout le monde, et grâce à des chiffres qui sont objectivés, se mette d'accord sur ces prix-là et sur ces prix d'orientation. Très bien. Et moi, je vous remercie tous d'avoir participé, en espérant avoir apporté quelques éclairages. Et on a hâte de connaître la suite. Merci.